C'est tout bon. La place est tienne. Ok, bon, alors du coup, on va peut-être faire une petite introduction parce que le sujet est un peu velu. C'est vrai qu'on repart dans la tout le suite monde du stream connaît pas précédent forcément. où on avait déjà Ouais. bien taclé bas. Ouais, on avait déjà un peu commencé à faire des petites comparaisons sur l'efficacité de certains frameworks par rapport à d'autres en PHP. Donc là, on va attaquer un autre morceau, on en avait un petit peu parlé aussi, il me semble, c'est tout ce qui est PopChain. Les PopChain, en fait, c'est des chaînes de désérialisation en PHP. Et donc, typiquement, pour qu'elles soient exploitables, il y a plusieurs prérequis. Le premier, c'est que y ait une unserialisation, la fonction unserialize de PHP. Je vais vous sortir la doc, parce que j'aime bien montrer la doc, parce que ça permet de mieux comprendre pas mal de choses, mine de rien. Hop, voilà. Comme ça, on va en parler un peu ensemble en live. Tac, tac. Bam. Voilà. Donc, voilà. Premier prérequis, il faut avoir donc le contrôle total sur une chaîne qui va être passée dans la fonction de PHP unserialize. Est-ce que c'est Donc, vrai qu'il n'y a que ce prérequis qui marche? Non, il y en a d'autres, mais on va dire qu'en PHP 8, ça va être le seul qui subsiste. Je voulais troller. Attends, là c'est intéressant. Je voulais troller avec juste les phares ou les mêmes caches ou les trucs comme ça. Mais t'es en train de me dire qu'il y en a d'autres qui sont pas ceux-là? Parce que ceux-là, ils marchent sur toutes les versions, il me semble, pour l'instant. Alors, phare ne marche plus en version sur la latest. Sur la PHP 8, parce qu'en fait, la raison est très simple. C'est que ils ont juste rajouté un bout sur PHP, une option qui est détaillée dans cette documentation-là, donc je vais la détailler en live, ça sera plus parlant. Donc effectivement, si on parle de PHP 7, il y a également un wrapper. On a beaucoup parlé de wrapper pendant le dernier stream, notamment le wrapper PHP du coup. Et en fait, il y a également le wrapper phare, donc je vais à nouveau ressortir la documentation parce que c'est toujours plus parlant. Hop là, wrapper PHP. Tac, tac. Voilà, comme ça on va faire le tour de tout ça, ce sera plus parlant. Donc, hop, hop, wrapper. Bam. Donc, les wrappers. Sous PHP, il va y en avoir plusieurs par défaut. Il va y en avoir d'autres qui sont également installables avec des options sous PHP. Mais on va dire que dans la majorité des cas, on va plutôt parler de tout ce qui va être file, qui est assez classique, tout ce qui va être HTTP lorsque vous voulez faire des requêtes curl, etc. On va voir notre ami, donc le wrapper PHP qu'on a détaillé un peu plus en détail pendant le dernier stream, le wrapper FTP, ensuite il y en a d'autres qui permettent de faire des manipulations sur les données, notamment le data qui va permettre du coup d'avoir des données et de traiter de la donnée brute, on va dire. Et celui qui va nous intéresser, dans ce cas-là, ça va être le wrapper phare. Donc ce wrapper-là, comme je disais, il a pas mal évolué, il ne marche plus de la même manière entre PHP 7 et PHP 8. Donc, grosso modo... J'ai eu un petit retour, apparemment en 8.0 ça marche et 8.1 ça a coupé à ce niveau-là. Ok. Je sais plus exactement sur quelle version. Il me semble que c'est ça aussi, j'avais check. Ok, en tout cas c'est sûr que sur les versions les plus récentes, ça ne fonctionne plus. À partir de 8 points c'est sûr. 8.0 j'avoue que j'en vois moins souvent donc j'ai pas trop checké. On pourrait même retrouver le commit exact qui patche ça. Ça doit se retrouver assez facilement parce que je vais vous réexpliquer pourquoi. Mais effectivement, à rechecker. Donc, le wrapper phare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une ressource en local et il va essayer du coup il va l'interpréter comme étant une archive PHP. Phare, en fait, ça va être une manière du coup de passer de la donnée PHP au format archive, et notamment, en général, on va s'en servir un peu comme des binaires. Typiquement, lorsque vous allez récupérer Composer, il va être au format .phare, et derrière, vous allez pouvoir donc le lancer ou interagir avec pour récupérer vos sources PHP dans le dossier vendor. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez run du coup vos fichiers en .phare grâce à ça, et ce wrapper-là va vous permettre de l'appeler directement depuis le code. Pourquoi le wrapper phare était extrêmement violent? Parce que le deuxième prérequis pour exploiter une popchain, en plus d'avoir une désérialisation, ça va être du coup d'avoir une popchain qui est présente sur le système, et donc pour pouvoir exécuter arbitrairement du code.
Ce qui va se passer lorsque vous avez une archive phare, c'est que vous allez être en mesure en fait de passer un objet brut à PHP, et dans les anciennes versions de PHP, il allait être considéré comme un comme un objet valide, et donc PHP allait essayer de le désérialiser, et donc derrière ça, tout ce qui est PopChain pouvait être appelé depuis donc une écriture arbitraire qui peut être partielle ou complète sur le système, peu importe l'extension qu'il y avait. Et donc, à partir de ce point-là, en appelant le wrapper phare, on pouvait appeler notre archive pour utiliser une désérialisation dessus, sachant qu'on pouvait, dans la majorité des cas, lorsqu'on a ce type d'exploitation-là, passer n'importe quel objet en local. Bon, après, il y avait des cas plus spécifiques, mais on va dire que des exploitations en phare, dans la majorité des cas, on n'était pas trop embêté. Pour la structure, à l'intérieur de cette petite boîte noire qui est l'objet PHP, là concrètement on a l'objet où on a un zip, enfin c'est un phare mais qui est un zip qui lui contient une metadata qui elle est un objet, c'est assez dur de se figurer au début la chaîne entière et le pourquoi du comment ça va taper le bon truc. Effectivement, je sais pas si j'ai un détail un peu plus clair là-dedans. Ce que je vous propose, c'est que je recherche ça et on redétaillera un peu une structure phare plus tard. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un objet sérialisé. Il y a donc une partie metadata qui va permettre d'appeler cet objet-là. Et donc cet objet-là va être donc chargé par PHP. Et au moment du coup... bon, je vais le détailler un peu après, mais il y a des méthodes magiques sur les objets PHP. Notamment, il y a WakeUp qui va être déclenché lorsque vous créez... lorsque l'objet va être... créé, puis il va y avoir destruct lorsque l'objet va être détruit. Et donc ces deux fonctions magiques de PHP sont les plus communes lorsqu'on va parler de désérialisation et d'attaque par désérialisation. Je vais encore une fois ressortir la documentation parce que c'est toujours plus parlant avec la documentation. Hop, si je mets Magic Method PHP, tac, comme ça au moins on saura. Pour l'instant, on n'a que ton browser avec les... Comment ? Attends, est-ce que j'ai un gros lag entre Twitch ? Non, c'est bon. Je sais pas, je voyais pas taper. Autant pour moi. C'est que je le tape sur un autre browser avant de le mettre là pour que ça soit plus... Je me suis fait trixer. Bien ouais. Donc, les méthodes magiques PHP. Il y en a énormément. Et il y en a certaines qui vont être appelées dans des contextes très particuliers. Typiquement, lorsqu'on parle de désérialisation, il y a deux méthodes principalement qui vont nous intéresser. Ça va être les méthodes destruct, donc qui va être appelée lors de la destruction d'un objet. Lorsque PHP n'a plus besoin d'un objet, typiquement, il va le détruire. Et pour ce faire, il va appeler cette méthode-là magique, et tout le code qui va être juste après. Donc ça va être exécuté. En fait, lorsque vous avez une instantiation d'objet, il va forcément... Enfin, allez, on va dire que dans 99,9% des cas, vous allez avoir un appel à la fonction destruct. Il peut y avoir des cas où c'est pas si simple, mais on va dire que dans l'immense majorité des cas, cette fonction-là va être appelée. Et vous allez également avoir donc la méthode WakeUp qui se trouve ici. Hop. Tac, tac. Et donc cette méthode-là va être appelée lorsque vous allez construire l'objet. Si je dis pas de bêtises, c'est... Je vois pas. C'est juste après construction, avant qu'il se fasse passer au langage. Alors on a mis les... T'as la construct puis le wake up. Ouais. Je vois pas le détail exact dans la doc. Mais alors, en gros, il va y avoir une structure d'appel au niveau de ces fonctions magiques. Et donc, elles vont être appelées dans certains cas, à certains moments. Pour le wake-up, je sais plus l'ordre exact. En tout cas, c'est certain que ça finit par la fonction destruct. Et la fonction wake-up doit pas être trop loin du début, si je dis pas de bêtises. Donc, bref. Juste retenez que ces deux fonctions-là, pour un objet PHP, vont être appelées lorsque vous allez faire de la désérialisation. Et ça, c'est très important. Et il faut garder en tête également, ça aussi je vais expliquer pourquoi c'est important, que WakeUp est toujours appelé avant Destruct. Ça a une utilité pour l'explication qui va dessus. Donc, revenons-en à nos moutons. On a un objet PHP. Sur cet objet, il peut y avoir des méthodes magiques qui vont être appelées lorsqu'on va le désérialiser. Et
ce qui va faire que la désérialisation sous PHP peut avoir un impact assez important, c'est que dans la majorité des cas, vous allez avoir des dépendances qui vont être ajoutées avec ça. Donc là, on voit que j'ai un petit terminal. Donc tout simplement, j'ai... Comment ? Petit coup d'autoload des familles. Voilà, c'est ça. Donc on va charger un certain nombre de classes avec l'autoload lorsqu'on va utiliser Composer. Et donc en fait là tout ce que j'ai fait c'est simplement un grep sur un projet Symfony on va dire assez classique et on voit qu'il y a quand même quelques fonctions qui contiennent quelques objets qui vont implémenter donc la fonction destruct qui va être intéressant dans notre cas et on va voir pourquoi juste après. Hop, voilà pour ça. Ok, donc on garde en tête. On va avoir un certain nombre d'objets. Certains vont implémenter des fonctions comme destruct et wakeup qui vont être appelées lors de désérialisation, d'autres non. Mais en tout cas sur des frameworks récents de PHP, dans la majorité des cas, vous allez avoir un certain nombre de dépendances qui va être embarqué, et donc avec ces dépendances-là, un certain pourcentage de risque que vous ayez moyen de faire des actions un peu inappropriées à partir du coup de la désérialisation arbitraire. Ce que j'aime bien, c'est le côté feature là-dedans. S'il y a un destruct qui est implémenté, c'est pour avoir un effet de bord. Donc à partir du moment où on sait qu'on peut invoquer ce genre d'objet, c'est pas si on l'invoque et peut-être si on a de la chance. C'est fait pour maintenir de la logique de suppression de quelque chose. Donc souvent il y a des petits effets de bord bizarres, des bouts de nettoyage. Tout à fait. Mais by design. C'est exactement ça. Typiquement la méthode destruct, comme elle va être appelée à chaque fois qu'un objet va être détruit. Un exemple assez classique, ça va être, imaginons que vous ayez un objet qui s'appelle log, quelque chose comme ça. Par défaut, il va vous créer un fichier lorsque vous le construisez, mais vous voulez que lorsque votre objet est détruit, votre log soit détruit lui aussi. Et bien typiquement, si on voulait faire quelque chose comme ça, on supprimerait le log dans la fonction destruct, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et donc, avec cet effet de bord-là, on a un certain nombre du coup de popchain. Ce qu'on appelle popchain, encore une fois, c'est le fait d'utiliser donc un objet qui soit appelable via la fonction. Pardon. Comment est-ce que je peux tourner ça mieux ? Le fait de pouvoir une popchain, ça va être fonction... un objet utilisable pour exploiter de la désérialisation, en gros, pour arriver à un certain effet plus ou moins désiré. Et donc, pour vous donner un peu une meilleure idée de ce qu'on peut faire avec une popchain, on va tout simplement ouvrir le petit projet PHP-GGC donc, qui est maintenu par notre très cher CFReal. Hop, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Typiquement, vous pouvez arriver à plusieurs résultats à partir d'une popchain. Là, c'est pas une liste exhaustive. Hop, mais on voit que typiquement, avec, je ne sais pas... on va peut-être le lancer directement depuis le terminal parce que comme ça sera plus parlant. Hop. J'enlève ça sinon ça va spoiler la suite. Tac tac tac. PHP-GC-L. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Donc là on voit que typiquement on a un certain nombre de popchains. Tout ça c'est sur des projets qui sont publics. Et on voit qu'on peut arriver à un certain nombre de résultats. On voit par exemple ici qu'on a juste une suppression de fichiers à partir de la création d'une popchain. Il y en a d'autres qui permettent donc d'avoir de l'exécution de commandes arbitraires. On va en avoir d'autres qui vont permettre d'écrire des fichiers, etc., etc. Ça va être très très dépendant donc de la situation et de ce qu'on va réussir à appeler depuis nos fonctions destruct, wakeup. Il peut également y avoir des cas où la fonction toString va être appelée, mais en général, lorsque la fonction toString est appelée, ça va être encore plus situationnel parce que cela voudra dire que il va y avoir une tentative du coup de lire et d'afficher de la donnée qui va être liée à l'objet. Donc, dans la majorité des cas, vous voulez plutôt des popchains qui sont basés sur du destruct ou sur du wakeup. Voilà. Est-ce que tu peux nous mettre 2-3 petits coups de zoom et bref, on récapitule très rapidement. On a un certain nombre de dépendances qui sont inclus par défaut dans la majorité des frameworks PHP. À partir de là, on va avoir un certain nombre donc, de fonctions qui vont être implémentées sur un certain nombre d'objets. Et dans ces fonctions-là, on va avoir donc, des fonctions magiques de PHP. Et ce qui va nous intéresser, ça va être destruct et wakeup dans la majorité des cas. Voilà.
Je check un petit peu vite fait dans le chat si, Est-ce que tu m'entends, Remsio? si vous avez des questions. Hop. Allô? Ah, mince. Ok, pardon, j'étais en train de parler dans le vent. C'est bon, je vous entends à nouveau. Tu nous entends à nouveau? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, good. Je sais pas ce que t'as fait. Pas de soucis, t'inquiète, tout a été capté, y a pas de problème. Je suggérais juste quelques coups de zoom parce que je pense que s'il y en a qui regardent sur téléphone ou tablette, ils voient R. Et, Ah oui, ok. et c'est vrai que si on peut, si tu nous entends quand on répond, ça va être plus interactif. Effectivement, ouais, je me suis un peu boité sur, Pas de soucis, t'inquiète. sur mon micro, enfin sur mon casque. Pas de galère. C'est vrai que c'est intéressant le système de destruct qui ont besoin d'une suppression mais qu'on peut trigger de manière forcée. Des toString qui nécessitent quoi, d'être echo, d'être vardump ou d'être stringifié. C'est ça, tout à fait. En fait, t'es obligé d'avoir un affichage de ton objet lorsque tu vas avoir du toString. C'est pour ça qu'en général c'est très très situationnel, mais ça peut. Après, pour le toString, si tu arrives à caster ton objet en string dans ta popchain, ça passe, il sera appelé aussi. Hein. Peut-être que tu peux le wrapper dans lui-même, faire en sorte qu'il s'auto. J'ai pas de cas où. En fait, ce que tu peux. C'est un truc que je prends. Ce que tu peux essayer de faire, c'est de. Alors, j'ai pas de truc, mais j'en avais fait un shell où en gros, le toString était jamais appelé et il y avait aucun moyen d'afficher réellement l'objet. Mais en fait, dans les paramètres que tu envoyais à unserialize, en fait, par exemple, il y avait un paramètre public qui s'appelait, je sais pas, non, par exemple, tu vois. Et en fait, non, c'était une string, et en fait, ce paramètre-là, c'était l'objet lui-même qui se référençait, et dans ces cas-là, toString, il se fait trigger. Ok. Mais bon, c'est très situationnel, quoi. Ah, il a besoin de quoi? Il a besoin du nom de la clé, mais il a aussi besoin du contenu string représenté pour se faire serialiser. Après, là, c'est vrai qu'on le unserialise, donc est-ce qu'il a besoin de se générer? Pas forcément. C'est un bordel. De toute façon, en vrai, faut expérimenter, lire le bon back-end. C'est quoi toute la partie unserialize, elle est dans Zend? Toute la partie unserialize, tu veux dire la logique? Pas du tout. Ouais, la logique du unserialize. Eh bien, je t'avoue que je ne sais pas exactement. Je me rappelle plus. Je ne sais plus là comme ça, mais. T'inquiète. On fait les parallèles, les recherches. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à chercher un petit peu. Si jamais vous mettez la main dessus, c'est toujours intéressant d'avoir vraiment le nom de la fonction et le bout de code qui fait ça. En gros, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que PHP 8.1 du coup, a priori, est plus vulnérable à ça? C'est à cause du deuxième paramètre qui va être passé à unserialize, celui-ci là, le paramètre options. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez définir du coup des classes qui vont être valides ou non lorsque vous passez la désérialisation. Et donc vous avez l'option Allowed Classes. Et en fait maintenant par défaut sur le wrapper phare, vous ne pouvez plus passer de classes, il n'y a plus de classes qui sont valides en fait sur de la désérialisation. Donc c'est pour ça que le wrapper phare maintenant ne va plus permettre de faire d'attaque par désérialisation. C'est juste à cause de ce petit paramètre là qui a été renforcé sur phare. En fait. Ça donne le type de classe qu'on peut unserialize, mais des fois on whitelist un type de classe qui lui peut quand même. C'est que le premier type de classe qui est autorisé ou c'est l'intégralité, c'est une liste que tu donnes avec l'intégralité des classes, genre? Alors, tu peux. Ouais. Si c'est que la première, il y a sûrement moyen de faire un gadget en plus. Enfin, si à supposer que celle-là, elle soit assez flexible, prendre cette première classe whitelistée pour en choper d'autres. Si jamais c'est l'ensemble des types d'objets ou classes qui peuvent se faire unserialize, ça veut dire que même si la première est valide et qu'on en a une qui est vulnérable, on pourra pas, parce qu'au deuxième ou troisième maillon de chaînage, ils vont dire ah, là j'en détecte un qui est pas autorisé. Je sais pas si c'est récursif. À partir du moment où tu vas appeler n'importe quel objet, peu importe ce que c'est, qui n'est pas contenu dans les classes valides de désérialisation, que ça soit des objets qui soient celui que tu appelles en tant que parent ou tous ses enfants, si n'importe lequel des objets que tu vas désérialiser n'est pas valide, ça plante. Et il va te dire tous les niveaux d'indirection, donc a priori safe, à moins que dans la liste des 3 ou 4 trucs, mais souvent plutôt un autorisé à être unserialize, il y ait le bon. Ouais, du coup si t'as ton objet parent en gros, effectivement, il peut y avoir des cas où derrière tu fais un peu, tu regardes quel objet va implémenter la classe parent et dans le lot il va peut-être y en avoir une, mais partez juste du principe que si il y a la deuxième option qui est enforced, vous êtes cuit quoi. Voilà. Franchement, j'ai pas de
J'ai pas en tête de situation où vraiment ils peuvent se boiter au point de remettre une classe vulnérable à une popchain, sachant que ça en protège, ça serait vraiment abusé quoi. Et donc maintenant sur phare, vous ne pouvez plus appeler de classe par défaut. Il y a une option que vous pouvez mettre, mais elle est pas là par défaut dans le php.ini, je sais plus ce que c'est. Mais par défaut ça y est pas. Donc c'est pour ça. Déserialisation par phare. Ils l'ont mis en opt-in, ils l'ont pas complètement viré, ils l'ont mis en opt-in, le metadata phare unserialize. Eh bien je ne sais plus. Je ne sais plus. Attends. Ça. Bon, je chercherai plus tard, mais il me semble que tu as une option où tu peux quand même définir, parce qu'il doit y avoir des cas où c'est quand même embêtant. C'est pas pour rien qu'il l'avait mis par défaut avant. Tu peux continuer, je cherche en parallèle, je pense que Worty est dessus aussi, vu le regard concentré du monsieur. Yes. Voilà, donc en vrai, Worty, si t'as ça sous la main, ça pourrait peut-être plus intéressant de commencer par la popchain qui a été trouvée sur WordPress là, récemment. Ouais, je le laisse sous la main. Parce que comme elle est assez simple, comme ça, ça sera beaucoup plus parlant, parce que si je commence direct dans mes... J'ai un début de ressources que je t'ai mis dans le chat Twitch en dernier message. Ouais, alors je regarde ça, hop. Ah non, attends, RFC 2020... C'est possible. Ah si, c'est la RFC de 2020 avec la proposal, le bug tracker, système de destruct... Eh, c'est bien fait leur système de suivi. Ouais, voilà, c'est ce que je viens de dire en gros. Vous avez l'option du coup Allowed Class, classes qui va être passé à un tableau vide. Tableau vide, c'est pas de classe, donc ça va être patché comme ça. Et attends, ce qu'ils disent par contre, backward incompatible, clairement là ça dit ce qui nous embête nous. Ouais. Tout effet de bord provoqué par wake up ou destruct, qui a été trigger après une serialize ou pendant, ne se produira plus et ne se passera que s'il y a get metadata. Donc en vrai on pourrait faire un coup de BigQuery, GitHub ou autre pour voir tous les endroits où il y a du serialize plus get metadata, parce que ceux-là, s'il y a des popchains qui sont trouvées, elles seront toujours valides même sur des versions récentes de PHP. Pour être sympa de faire une petite query et voir ce qui sort. Effectivement, j'avoue que j'ai pas cherché à target directement du get metadata, mais effectivement c'est pas bête du tout, très clairement. Petit 1 les gadgets, non petit 1, voir si ça a une chance de passer sur la version qu'on tape, et petit 2, passer des heures sur la recherche de gadgets, parce que clairement si le petit 1 n'est pas satisfait, ça ne vaut pas le coup. Ouais, non mais passer des heures c'est peu dire, hein, pour de la recherche de gadgets. C'est clair. Bon, des fois c'est des quick wins comme ce qu'on va voir, mais ouais c'est... Clairement, je vous assure que celle que je vais vous présenter, j'ai passé des mois à tout mettre bout à bout, mais bon. Du coup, je pense qu'on va commencer par celle de WordPress. Soit tu peux la présenter, soit tu... c'est comme tu veux, Remsou, tu peux commencer par ça si tu veux, y a pas de souci. Peut-être je vais te laisser en parler du coup si ça te va. Ouais, je peux si tu veux qu'on mette tout le monde d'accord et que j'en parle. Sinon on peut en parler tous les trois, parce qu'en vrai elle est pas très complexe celle-ci. Ouais. Donc, tu nous la mets sur l'écran ? Ouais, si alors je vous retrouve ça vite fait. Sinon je l'ai dans les trucs en veille techno. Hop là. Veille techno. Je sais plus si c'était ça ou pas. C'est la version 6.4, attends, MV. Ouais. Ouais. Peut-être si on a juste le patch en fait. Si tu l'as sous la main, je veux bien que tu le balances dans le chat. Je pensais que j'avais, mais non. Bon allez, on va la retrouver, tout va bien. Moi je l'ai là sous les yeux, mais... Et t'as le patch aussi? Alors j'ai pas le patch, mais ça se trouve je pense. Après, au pire tu télécharges la dernière version de WordPress et tu fais un diff. Et je fais un diff, ouais. Je pense que non, ne vous embêtez pas. Vas-y, le lien que je viens de mettre dans le chat. Pour moi, si tu regardes, ils mettent beaucoup de code, mais si tu regardes juste l'avant-dernier screenshot qu'ils ont mis, c'est This is the payload. Ah oui, c'est ça. Ouais, clairement, c'est les deux derniers screens qui nous intéressent, les deux avant-derniers. Je t'invite à la screen share aussi pour que ce soit tout à fait, aussi agréable. Ouais. Hop, mais je vais montrer le code directement. Juste, je vais redétailler vite fait ce que c'est globalement. Hop. Tac. Donc, on va pas refaire tout le détail des popchains qui ont été trouvés sur WordPress. Il y en a pas eu tant que ça en vrai. Non, le corps était assez harden. Il y a eu soit 2-3 trucs très complexes ou qui faisaient des files
Remove peut-être. Il me semble qu'il y en a eu une il y a longtemps et depuis un peu le silence. Quelques gens motivés qui cherchaient. Mais en vrai, si tu veux mon avis pour WordPress, je pense que c'est pas que ça a été hardened, c'est juste que ça se basait tellement peu sur de l'objet pur que au final, il y en avait pas tant que ça. Souvent, les projets qui sont vus des grosses pop chains, c'est des objets, enfin c'est des gros projets PHP qui se basent énormément sur de l'orienté objet. Et qui du coup peuvent plus du tout faire marche arrière parce que c'est trop intrinsèque au truc. Et... Ouais, c'est ça. Du coup, souvent, c'est plus embêtant là-dessus. Tac. Est-ce que j'ai le patch exactement? Je l'avais retrouvé. Même sans on s'en fout du patch pour l'instant, juste rescroll un peu plus bas. Là, on a déjà les... Ouais, oui, effectivement, il y a tout qui est là. Tac. Avec ça, là, si tu zoomes quelques fois, je te prie, on a vraiment le cas d'école où on a le function destruct sur un objet qui est callable en direct et il dit bon, bah, si j'étais l'attribut, bah, je l'appelle, let's go. Voilà, on crée un objet, on lui donne le bon attribut, on l'appelle, let's go. Et le patch, vas-y, j'ai retrouvé le patch aussi, mais il avait été assez marrant. Est-ce que vous ok. Je me souviens plus du patch exactement, mais... Ils ont pris le undestruct et ils ont mis un... il est pas censé être appelé dans tel contexte. Ah oui, ils ont mis dans le wake-up, c'est ça? Il me semble que... C'est pas ça? Faut que je regarde. Bon. En gros, pendant qu'on retrouve le petit patch qui a été appliqué, juste pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec du PHP, globalement, cette fonction-là, dès que vous allez désérialiser, elle va être appelée lorsque l'objet va être détruit. Donc ce qui va arriver dans l'immense majorité des cas. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que si vous avez passé donc là-dedans une fonction qui va être appelable, avec donc là on voit isCallable, il faut savoir que l'ensemble des attributs que vous allez passer à un objet qui va être désérialisé quand vous avez une popchain vont être modifiables. Et vous allez pouvoir mettre absolument tout ce que vous voulez dedans, que ce soit des objets, que ce soit des chaînes de caractères, des booléens, des entiers, n'importe quel type valide en fait sous PHP. Et bien vous allez pouvoir les définir en tant que partie de l'objet. Et typiquement ici, le onDestroy, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. La fonction callUserFunc de PHP va vous permettre du coup d'appeler une fonction et de définir des paramètres qui vont lui être passés. Et donc là, si on descend un petit peu, hop, on va voir que... alors comment est-ce qu'il exploite ça? Toc. Je galère de ouf à le retrouver, c'est terrible. Alors attends, même moi j'arrive plus à voir un destroy. Et j'essaye de voir comment est-ce qu'il l'a exploité du coup. Function, là, ah oui, ok. En fait, c'est juste un exemple. Donc là, typiquement, ici, vous allez avoir une fonction que vous allez contrôler. Vous le passez donc dans l'attribut onDestroy. Par exemple, la fonction, ça pourrait être system. Donc là, vous pourriez mettre system ici. Et en paramètre qui va être passé à la fonction system, donc pareil, c'est quelque chose que vous contrôlez. This bookmark name, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler dans l'objet qui va être désérialisé. Et donc là, vous pouvez passer le paramètre. Donc là, typiquement, vous pouvez passer ID, je ne sais pas, ce que vous voulez, vous pouvez faire un reverse shell, etc. Et donc, un objet sérialisé, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, sous PHP, c'est avoir cette forme-là. Donc là, typiquement, l'objet WP HTML token va avoir cette forme-ci. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir, avec une petite payload toute simple, avoir de l'exécution arbitraire de commandes sur le serveur à partir du moment où vous contrôlez une chaîne désérialisée. Donc, avant PHP 8, c'était bien plus simple parce qu'il suffisait juste d'appeler le wrapper phare en ayant une écriture sur le serveur. Maintenant, ça va être bien plus complexe, bien qu'il y a quand même des cas où on peut se retrouver avec de la désérialisation arbitraire. Il faut savoir que la majorité, du coup, des sessions sous PHP vont être stockées au format sérialisé dans les fichiers de session. Et donc, on peut encore avoir des cas où, je suis d'accord que si on a une écriture arbitraire dans le dossier de session, il y a d'autres choses à penser avant ça, mais ça pourrait être une manière, du coup, d'obtenir une exécution de commande arbitraire sur le serveur. Ce fut rude, Les deux derniers liens que je t'ai envoyés, c'est l'introduction du code vulnérable dans WordPress Core, et le deuxième, c'est le blame pour voir, tu greppes destruct.
et il y aura tout ce qu'il faut dedans. Ok, Donc celui-là, impeccable. c'est la grosse partie qui a introduit le code. Et pareil, tu peux contrôler. Zoom un peu s'il te plaît et grève destruct. Ah purée, c'est vrai que ça le garde pas. Tu fais Hop, contrôle plus. Contrôle plus. C'est vrai que je pourrais faire contrôle plus, mais je suis un peu un boomer du navigateur. Hein. Hop, voilà. Donc là, normalement, j'imagine qu'on voit bien. Ça va. Ok, nickel. Donc, Donc, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça. eh ben, je ne sais pas. En vrai, ça. Je pense qu'ils ont pas fait attention, tu vois, c'est juste. C'est du code remplissage, ils avaient besoin d'une feature, ça push. Et Ouais. en vrai, vu la docstring, vu la manière dont c'est structuré, ça fait presque code autogénéré pour un objet. Ouais. Je sais pas. J'avoue que. Là, j'ai pas trop d'explications de pourquoi est-ce qu'ils feraient ça. Mais... Après, on fait On de la voit, sécu, du coup- on fait pas les features, nous. Oui, c'est vrai. Bah, franchement, c'est tout un art de savoir ce qui peut être dangereux, surtout en PHP. C'est clair. C'est clair. Donc, on voit que ça a été push en juillet, le 20 juillet. Voilà, 2023 2023, ouais. Ouais, c'est pas resté longtemps. Hein. Non, et on voit que ça a été trouvé, si on reprend l'article. En tout cas, l'article, lui, a été publié le... Le mec, en il va passer le novembre, bout de mais je code. pense qu'ils l'ont trouvé avant, pour le coup. Je sais pas si y a la date exacte qui a été trouvée par... Il y avait un 2 months ago qui était cité quelque part. Je sais pas si c'est dans celui-là. Mais ouais, Ok. j'imagine bien le mec quand même qui monitor ou qui clone master et il grève destruct et il fait Je pense que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé pour le coup. Tu fais le petit git log, tu regardes de quand il date. C'est ça, hein. Putain, Mais tu vas voilà. rusher pour faire la déclaration de ses vœux avant que quelqu'un te la pique celle-là. Ah mais de C'est ouf. c'est de la belle prise, c'est de la belle prise. Et je sais même pas du coup si c'est... Franchement, vous en pensez quoi pour vous ça vaut une CV ou une pop chain ou... Ouais, Sachant que c'est un pas truc. ça. Ben, c'est des défenses en profondeur en fait. Tu vois, si t'as une désérialisation, un sync, mais que t'as pas de gadget viable, bah t'es niqué, t'es un peu comme un con devant ta chaise quoi. Bon, maintenant Bien t'as le file read en blind parce que les wrappers, machin. Mais fut un temps, t'étais juste un peu niqué avec pas de file read en blind. Et du coup, t'étais déçu. Alors que là, si t'as juste un truc trivial qui te permet de RCE sur un site qui est utilisé sur un tiers du web, même si c'est sur une version précise, dans les stats, ça va matcher quand même. Hein. Ok, bah si vous voulez des CV gratos, regardez la Ravel, voilà. Ils ne patchent pas les pop chain. Voilà. Non, Bref. mais après, ouais. C'est considéré comme en dehors de notre thread modèle. C'est à peu près ça, ouais. Mais Ouais, ouais, peut-être ça. du coup, typiquement, là, on voit que dans ce cas-là, le patch, en tout cas, il a été publié il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Non. Ça, attends. Non, je pense pas. Pour 5 mois. Non. Reviens sur le premier lien. 5 mois, c'était l'introduction. Et par Non, contre, non, si tu vas. Attends, ça c'était en juillet, le 20 juillet. Là, par contre, ça comment on c'est fait le patch. Donc, ils ont qui fait un date. premier patch. Ouais, mais regarde, si tu vas tout en bas, il y en a qui datent d'il y a 2 semaines. Ouais, mais c'est pas possible. Bah, je sais ouais, pas, Ils le l'ont pas wake up, patché non, il y a mais- 2 c'est semaines. Ouais, parce que si, mais regarde, parce qu'en fait c'est logique, si tu regardes dans les premiers patchs, ils avaient juste rajouté Isco Label au-dessus, et l'autre il date de la 4.2, donc c'est trop bizarre. Parce que j'ai rajouté un Isco Label, ça change rien en fait au fait qu'il y ait la vuln. C'est justement de trigger dans le wake up qui empêche de le unserialize. Pour moi, ouais, c'est que ça a été mitigate il y a 2 semaines, point barre. Hein. Mais ok. Bah, ils étaient pas très rapides hein, pour le coup. Ça veut parce dire que- que. Pour moi, elle a fait Ça du veut bruit dire justement parce que- qu'elle a été patchée et disclose instant quasiment. Ouais. C'est pour ça que c'est un parce meilleur que du monde. ça veut dire du coup que c'est vulné de la 6.4.0 à la 6.4.2 du coup. Bah, du coup, ouais. I Ça. guess. Mais du coup il s'est passé quoi à la 6.4.1 du coup? Bah. Ah ça a été report à la 6.4.1 peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, de toute Je façon, sais c'est un pas. entre-deux. Hein. Ouais, bon. Les commits ne mentent jamais. C'est ça. Bon, là, pour le coup, ouais, bon. Par contre, c'est intéressant si on analyse vite fait comment ils l'ont patch. Parce que ça, c'est un truc qui est fait, on va dire, dans les frameworks qui ont quelque chose à faire de la défense en profondeur. Ça, c'est un truc qui est très commun comme manière de patcher du coup des pop chains. C'est en utilisant la méthode wake up. Si on récapitule ce qu'on disait tout à l'heure, la méthode wake up va toujours être appelée avant la méthode destruct. Et dans la majorité des cas, les pop chains vont être basés sur du destruct. Si on reprend ici nos vecteurs, on voit que l'immense majorité va être basée sur du destruct. Et en fait, maintenant, ce qui se passe sur des projets assez récents, c'est que pour se protéger de ça,
il va y avoir une exception qui va être balancée dès qu'on appelle un wake-up. Parce que le wake-up ne va être appelé que quand il va y avoir de la désérialisation. Et donc, en mettant une exception directement dans le wake-up, en fait, on s'assure que l'objet ne soit jamais désérialisé. Parce que, dans la majorité des cas, on ne veut pas que l'objet soit désérialisé, en fait, tout simplement. Est-ce vrai? Parce que, dans les 3 petits liens que je t'ai balancés là, Ouais. Faut voir hein, dans la faisabilité, mais il y a quand même pas mal de tentatives et de bypass plus ou moins connus pokés pour bypass de wake up. Alors, il en existe, mais honnêtement, il faut vraiment que les planètes s'alignent, et ils sont pas de chauffe à mesure. Ok, tu peux regarder un peu les liens que j'ai envoyés. J'avoue que Bien ça, sûr. je suis pas au courant de à quel point c'est patché ou pas patché. Ah, Surtout bah quand celui-là, il y a ça des tombe très issues bien, je open. l'avais repoke avec... alors, je crois que c'était avec Mizu. Où Mizu avait bypass un truc sur un CTF en utilisant ce bypass-là, mais un peu sans faire exprès, je sais plus trop ce qui s'était passé. Ouais, Mizu qui a encore Mais, glissé quoi, super. Ouais, mais bah, celui-là, c'était une sacrée glissade parce que franchement, la situation était parfaite pour ce bypass-là et il n'y a que dans ce genre de cas que ça peut marcher. Donc, ok. Sur des versions assez précises de PHP, il y avait un bypass du coup de la fonction wakeup au niveau de la désérialisation si vous contrôliez du coup une fonction qui avait à la fois le wakeup et la fonction call. La fonction call, c'est une fonction qui va être appelée par défaut lorsque vous essayez d'appeler une méthode d'un objet qui n'existe pas en PHP. Et bon, bah, en fait, quand vous avez de la désérialisation, comme vous pouvez passer n'importe quelle méthode, en général, vous pouvez l'appeler assez facilement. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que normalement, par défaut, l'ordre d'appel, ça va être wake up, call, destruct. Sauf que le call, pour une raison inconnue, était appelé avant le wake up. Donc là, on voit expected results. On voit que là, il s'attendait à ce que la chaîne AABB soit appelée avant le wake up. Sauf que normalement, c'est pas censé arriver ça, pour le coup. Le wake up est toujours censé être appelé avant tout le reste, mais la fonction call bypassait cette logique-là en fait. Et c'est plus le cas sur des versions plus récentes de PHP, mais ouais, c'est toujours bon à savoir. C'est ultra situationnel. Mais ouais, est-ce qu'il y a l'effet de bord que tu recherches dans le début de gadget quoi? Ouais, bah en gros c'est est-ce que tu as une fonction call en même temps qu'une fonction wake up? On va refaire encore une fois un petit grep là-dedans. Hop. Tac tac, on va regarder le nombre de fonctions call qu'on trouve. Donc là on voit qu'on n'en trouve pas beaucoup. Maintenant on va regarder le nombre de fonctions wake up qu'on a. Hop. Oui. Est-ce que tu peux nous refaire des petits, au moins un petit contrôle plus? Ouais bien sûr. Hop. Tac tac tac. Voilà. Bon après je trouve ça un peu... Non si ça va, c'est lisible? Ça va. Ok. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va compter donc le nombre de fonctions call. On voit qu'on en a 8. On va compter le nombre de fonctions wakeup qu'on trouve dans nos sources. On voit qu'on en a 19. Donc on voit que c'est quand même moins présent. Et il faut qu'en plus de ça, il y ait le combo call et wakeup dans le même, avec le contrôle. Et ça, pour le coup, c'est clairement pas quelque chose qu'on va avoir en masse, quoi. Ah, on fait. Attends, du coup, on grep, pipe cut, -d, on coupe aux 2 points, on chope les fichiers, on fait un delta entre les 2 listes de fichiers qu'on a triés. Ouais, bon, on va pas le faire en live, mais gardez en tête que c'est. J'ai les one-liners, mais honnêtement, c'est pas le. C'est pas le plus intéressant, je pense, à montrer. On n'est pas en journée bâche kung fu. C'est ça. Et du coup, les autres, ils sont basés sur le même type de fonctionnement. Il y en avait un qui était spécifique à FPM et l'autre, je sais plus. Alors les autres, je les connais moins. Celui-là, ça tombait bien parce que je l'avais poké pour essayer de mieux comprendre comment ça marchait. Les autres, je les connais pas. Et ils ont l'air d'être plus anciens. Devant un CTF. C'est marrant parce que c'est toujours sur un CTF que ça se trouve, ce genre de choses. C'est assez drôle. Mais attends, par contre, c'est incroyable. Le mec, il parle d'un CTF en 2016. Mais l'issue, ouais. il est en 2022. Ouais. Bah, c'est peut-être quelqu'un qui avait balancé un write-up et c'était tombé dans l'oubli, je sais pas trop. Mais ouais, c'est assez incroyable. Tout ce qui est désérialisation, si vous voulez mieux comprendre la manière de fonctionner de PHP, c'est un type de vulnérabilité qui est ultra intéressant. Voilà. Pour vous ça montrer force à creuser un peu le corps, à voir le fonctionnement interne. Complètement, c'est vraiment... bon là, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être pas trop monopoliser la parole non plus, mais
En gros, vraiment, enfin vous allez voir, là on va creuser assez loin, donc je vais commencer un peu à vous expliquer comment ça marche. Juste pour info, ça c'est un bout de code qui est vulnérable à de la désérialisation. On voit que là vous contrôlez complètement un objet qui va être passé. Il est passé à une fonction deserialize. Dans ce cas-là, eh bien, pour avoir une RCE, il va falloir appeler une pop chain. Donc une chaîne de désérialisation à partir de plusieurs objets. Voilà. Ok. Déjà, peut-être... Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat? Je sais pas. Je pas regardé. J'ai pas l'impression. C'est assez calme depuis que j'ai spammé 20 000 liens. Potentiellement, question, on verra. Ouais. Ok. Bon. Alors, bah, du coup, Déroule. hop. Ça va être la fin. Hop. Tac. Ah oui, mais forcément, j'ai mon Xdebug de lancer. Tac, tac, tac. Alors, je t'invite Tac. à mettre à l'écran, comme ça on voit Ouais. galérer en même temps. Et on galère avec toi. C'est ça. Non, mais enfin, c'est juste pour vous montrer en gros. Là, j'ai une version de Symfony qui est plutôt récente, donc une 6.3.8. C'est pas la toute dernière, mais pas loin. Donc voilà, c'est assez récent. Et dessus, j'ai installé donc le bundle Doctrine qui permet, typiquement, c'est un ORM, Object Relation Mapping, qui permet de faire de liens entre des objets qui vont être définis dans Symfony et de la base de données, typiquement. Voilà, sans trop rentrer dans les détails dans Symfony. Hop. Donc là, j'ai un petit projet qui est ouvert dans VS Code. Tac. Tac. Et j'ai un contrôleur qui s'appelle Unserialized Controller. Ok. Donc là, on voit que tout simplement, je me suis pas embêté. Mini instant, Worthy, un commentaire sur la ligne 16 peut-être? Un commentaire sur la ligne 16. Où as-tu déjà vu cette ligne? Ah, je sais plus. Si tu sais. Oups. Où est-ce que j'ai déjà vu ça? La variable oups dans le code de SPIP qui Ah, pendant un temps oui. se faisait littéralement oui, base 64 into Ah oui, c'est serialize, vrai. mais on n'a pas de gadget, c'est ok. Ah, merci Alouette, C'est merci. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. Bah ça, typiquement, cette ligne-là, vous allez beaucoup la croiser en CTF quand vous avez de la pop chain, parce que en fait, les objets qui vont être sérialisés vont des fois avoir des null bytes et ce genre de trucs, et en fait, les passer en base 64, ça va vachement nous simplifier la vie. Complètement. Et Attends, c'est probablement pour ça que c'était fait comme ça également. Je te la ressors parce que c'est pépite. Voilà. Va sur le lien dernier envoyé dans le chat. Désolé, un auto-promo, mais regardez la ligne 16, le unserialized de base 64 des codes, et maintenant ouvre le patch où on m'a dit ferme ta mère, tu ne sais pas faire de la sécurité. Et j'ai dit je pense vraiment que c'est pas forcément le meilleur. Attendez. Et là, si tu scrolles tout en bas, vraiment le dernier screenshot, c'est la note de fin. C'était by the way. Vas-y, tout en bas. En bas. Moi, ce que je trouve vraiment drôle, Ah oui, c'est celui-là. on est bon, rien à faire. Hein. Tout est drôle dans ce message. La suite l'était un peu moins, mais tout est drôle. Ouais, effectivement, ça c'est incroyable. Bref, funny times. Yes. Je pense qu'elle y est encore. Hein. Ouais, à voir. Donc bah voilà, typiquement, si vous avez ce bout de code comme dans SPIP, et ben du coup vous aurez une base Faille. pour une pop chain, une faille. Mais pour l'exploiter, le deuxième prérequis c'est d'avoir une pop chain du coup. Et donc pour trouver une pop chain, c'est là que tout ce qu'on vient d'expliquer avant va être utile. Il va falloir passer par du destruct, du wake up, et il va falloir en fait zigzaguer dans les sources de code auxquelles vous avez accès pour réussir à avoir une exécution de commande arbitraire. Donc, hop, si je reprends l'article, hop, tech, voilà. Donc là, au début de cet article-là, je l'ai fait en deux parties. La première partie, c'était plus pour voir comment était construite la pop chain, et la deuxième partie, c'était plus pour construire du coup l'outil qui va permettre de l'exploiter, tout simplement. Tout a été automatisé sur PHP-GC, donc l'outil que je montrais avant. Donc en gros, ça va vous permettre de tout refaire et de juste exécuter directement la pop chain, la générer, etc., etc. Cette pop chain là, elle est un peu particulière parce qu'elle va pas se comporter de la même manière entre du PHP 7 et du PHP 8 parce que Symfony est très fortement
typés sur pas mal de points. Et donc, il y a des objets qui sont définis sous Symfony qui ne vont pas avoir le même type et les mêmes définitions entre PHP 7 et PHP 8. Donc, important de garder ça en tête. Ok, donc pour commencer, encore une fois, on garde la même logique, on va devoir utiliser en entrée du wake-up, du destruct. Il y a aussi la fonction unserialize, mais qui est quasi inexistante, comparée au destruct et wake-up. Il y a aussi du toString qu'on pourrait rechercher, mais ça va être moins intéressant dans ce cas. Donc on se retrouve d'abord avec ce schéma-là. On cherche n'importe quel objet qui va être chargé sur le projet et qui va contenir du destruct ou wake-up. Donc on va avoir une donnée qui va être désérialisée, les deux prérequis, avoir de désérialisation arbitraire et avoir accès à des fonctions destruct et wake-up pour faire des trucs. Donc, la première chose, je vais le rerun en live, comme ça on pourra montrer un petit peu ce qui se passe. Tac. Donc, on va chercher une fonction destruct. Tac, tac, tac. Donc je run ça, on voit qu'il y en a un certain nombre. Je vais le rerun pour vous montrer. On voit qu'il y a un certain nombre de destruct. Et donc là on se dit, bah sympa, on a quand même pas mal de possibilités pour commencer notre popchain. Ça devrait être assez facile, il y en a, allez, à la louche, une vingtaine. Sauf que Symfony est un des frameworks les plus ardennés en PHP en tout cas, et très souvent ce qui va se passer, c'est la même chose que ce qu'il y avait sur le patch de WordPress. D'ailleurs, il est très très probable que WordPress se soit fortement inspiré de patch sous Symfony. Je mélange les contextes. Et du coup, il est très probable que WordPress se soit basé sur un des patchs du coup de Symfony. Et donc, on va souvent se retrouver avec ce genre d'exemple-là, où on va avoir un wake-up qui va nous dire que l'objet ne peut pas être désérialisé, tout simplement. Tac. Alors, tac, tac, tac. J'ai retrouvé deux pépites pour la suite. J'ai retrouvé deux pépites. Parce que là, on parle de comment exploiter les unserialize avec des popchains et tout, on est bien mignon. Ouais. C'est comme les gens qui font des Java avec des popchains Java, alors qu'on pourrait taper la JVM. Pourquoi pas aller faire de la recherche de failles binaires dedans directement? Ouais, bon, après... écoutez, nous ne mangeons pas de ce pain-là. C'est vrai qu'il y a eu d'autres types de failles qui étaient un peu plus velues. Ça, je t'avoue que j'ai pas du tout creusé, mais on pourra en parler si tu veux. J'ai 2 liens à balancer une fois que t'as fini de dépiler. Ok, ça marche. Hop. Ok, donc... on a des wake-up qui vont nous empêcher d'appeler pas mal d'objets qui vont être désérialisés. Donc en fait, le nombre de fonctions qu'on ne va pas pouvoir appeler en fait est assez importante. Et si on essaye de regarder le nombre d'objets qui sont destruct sur un projet sans se faire rect du coup par cette partie-là, eh ben on va voir que très rapidement le nombre de possibilités est drastiquement réduit. On passe d'une vingtaine de possibilités à peu près une dizaine. Et dans ces objets-là, en fait, on va pas forcément avoir beaucoup de choix. Là, t'as des faux négatifs. Alors, remets-moi ce que t'as. T'as des faux négatifs. C'est pas parce qu'il y en a un objet qui contient un fichier qui contient un objet qui a des structs que c'est forcément le même. Enfin, que si le fichier match le bad method call exception, les deux sont forcément sur le même objet. On pourrait avoir. Là, on a une zone d'ombre, un peu. Ouais, c'est à la louche. Hein. Moi, je peux te dire que je les ai regardés à la main et que, en général, le bad method call exception est appelé dans le wake-up. Si on a dans le fichier, on peut se dire que les gens ont fait du copier-coller, donc les autres sûrement. Mais des fois, c'est le petit signe qui te manque. Ouais, il y en a eu d'autres, des petits signes qui manquaient, mais pas celui-ci pour le coup. Mais effectivement, là, c'est un petit peu expliqué à la va-vite. Mais effectivement... sinon ça ferait des phrases à rallonge à chaque fois. Ouais, si je commence à expliquer le moindre détail, c'est pas pour rien que ça m'a pris quelques mois pour la POC celle-là. Donc, voilà, admettons. On va regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et je vais pas, encore une fois, tout détailler, sinon on en a vraiment pour un sacré paquet de temps. En gros, il y a un objet dans le lot qui va se démarquer. Si on les regarde un petit peu rapidement, allez, j'en prends au pif, on va regarder ça. Hop, on va faire un pipe grep destruct tac -a 10, hop. Donc typiquement, cet objet-là, il destruct, et ben vous n'allez rien pouvoir en faire parce que
il n'y a pas d'appel de fonction ou ce genre de choses ou de choses intéressantes. On voit qu'il y a un appel aux parents de l'objet. Je vous le refais pas en détail, mais en gros, il va y avoir des liens dans les objets dans tous les sens et ça va pas forcément être évident du coup de s'y retrouver dans tout ce bazar. Donc, en gros, il va falloir essayer de trouver des objets qui vont avoir des patterns qui nous permettent d'appeler d'autres fonctions ou etc. etc. Cette popchain là, elle est assez particulière parce qu'en fait, elle est en 2 étapes. La première étape, ça va être une écriture de fichiers arbitraire. La deuxième étape, ça va être un require arbitraire du coup de fichiers et qui va nous permettre du coup d'exécuter ce qu'on aurait écrit auparavant. Donc déjà, on a une double popchain, ce qui est pas commun, et ça va poser pas mal de problèmes. Si on peut taper le require non, avec on un peut paramètre pas... contrôlé, on peut pas. J'ai d'accord, pas de filter pour générer de la donnée, ok, mais un require qui va taper dans les proc self-fd again pour choper le post ou user agent ou l'env ou je sais pas quoi, viable peut-être. Alors oui, mais cette popchain là, je voulais qu'elle soit, comment dire, qu'elle puisse se transmettre dans un contexte différent. Ok. Donc en gros, donc ça vient vraiment d'un besoin que tu avais au début qui fait que tu t'es dit j'ai ça, mais j'ai quand même creusé plus pour que ça se capte bien les deux ensemble. C'était plus pour avoir un truc qui était clean à la fin et qui soit réutilisable peu importe le contexte en gros. C'était l'idée. Mais oui, effectivement, tu aurais pu taper les file descriptors, etc., etc. Ça aurait été une possibilité. Mais bref, du coup, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cet objet-là? On voit qu'il y a l'objet cacheAdapter qui va avoir la fonction destruct et qui va appeler un $vis_commit. Bon, voilà, on regarde ça, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le commit. On voit que ça sera le point d'entrée du coup de nos popchains. On se dit qu'on pourrait chercher du call, mais je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément intéressant là. Ça va être le début de notre popchain donc. On voit qu'on a la partie destruct, on rentre ici, et là on va avoir la fonction commit qui est juste ici. Tout ce qui va commencer par $vis quelque chose est contrôlable, et donc là on va commencer à partir un petit peu en live et regarder à quel moment on va pouvoir appeler une fonction qui va être appelée sur un objet arbitraire. PHP est un langage qui est faiblement typé. C'est-à-dire que, par défaut, vous n'allez pas avoir de définition sur les types qui vont être forcés, mais depuis PHP 7, il est possible de forcer le typage sur des objets. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la raison pour laquelle la popchain ne va pas se comporter de la même manière entre PHP 7 et PHP 8, et typiquement on va prendre des chemins qui sont différents selon les versions de PHP. Par défaut, on va appeler du coup la fonction commit qui se trouve ici, et on va faire un certain nombre d'actions. Et pourquoi elle est assez complexe celle-ci, c'est que en fait, on va sauter de fonction, de nom de fonction en nom de fonction, en se basant sur des objets qui vont être arbitraires. Donc là, sans trop rentrer dans les détails, on va avoir 4 possibilités. Tout ce qui commence par $item, c'est des choses qu'on va contrôler. Tout ce qui commence par $vis cache, c'est des choses qu'on va contrôler, dans lesquelles on va pouvoir passer des objets arbitraires. Et donc on va avoir 4 possibilités. On peut appeler n'importe quelle fonction getExperi de n'importe quel objet qui va être chargé. Ça va être la même chose pour n'importe quelle fonction get, n'importe quelle fonction delete et n'importe quelle fonction save. Et là, plus en fait, la fonction est commun, plus on est content. Sinon, si c'est toto exactement. Exactement, c'est ça. En fait, la popchain ne marche uniquement en se basant sur des noms de fonctions communs, comme delete et save. Donc, après un peu de recherche et quelques greps de plus, on se rend compte que getExperi ne va rien donner. Et après get, fonction get, on voit qu'il y en a plus. Mais après un peu plus de recherche, on se rend compte que effectivement, ça ne va pas donner grand chose non plus. J'ai une idée horrible. Attends. Le hardening ou la mitigation de popchain en faisant une passe sur ton code PHP pour que toutes les variables nom de fonction, nom de classe se fassent tokeniser et renommer en truc unique. T'as plus aucun enchaînement de... Ça, c'est démoniaque. Mais honnêtement, c'est pas... Ouais, mais... Sauf celle de WordPress qui passe en une étape, mais sinon... c'est ça. Non, mais franchement... En plus, tu connaîtrais même pas le nom des... Si t'arrives à faire une étape unique par framework et que ça randomise à chaque run,
pouvoir péter une version veut pas dire pouvoir péter le prochain container qui s'est booté avec la même appli, parce que ça se refait zoulouter au runtime, au boot time. Non, franchement, si tu veux un truc qui marche très bien, ça marche très bien d'empêcher la désérialisation comme avec le wrapper phare. Mais sur les pop chain, le wake up. Ah ouais, c'est ça. La beauté du jeu. Du coup, ce que je disais, hop, donc on a 2 cas qui vont pas marcher. Après un peu de recherche, on se rend compte qu'avec save, c'est quand même assez intéressant. Sous PHP, il faut savoir que si vous passez une fonction avec un nombre important de paramètres, PHP va tronquer le nombre de paramètres s'il ne trouve, si vous en passez trop en fait. Ça, c'est un comportement qui est assez intéressant et qui est pas forcément très connu. Donc là, typiquement, on a un paramètre save, on peut en passer 3 dedans, mais ça veut dire que, en fait, on contrôle les 3 premiers paramètres, mais ça peut être 1, 2, 3, 0, peu importe. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez rigolotes avec PHP. Comment on peut en balancer 0 sans que ça crache, s'il n'y a pas de valeur par défaut? Eh ben juste, il va les ignorer en fait. Il va dire, bah c'est bon, ça passe. Il va auto-default sur quelque chose, genre mais il y a ton linter qui gueule, si ça te mettra un function expected... Bah ton linter va gueuler. Pour la création de l'objet, oui, le linter va gueuler, mais au runtime, il va dire expecting truc type int, not found. Alors... Non, qu'il y en ait plus, que ça truncate, oui, mais qu'il y en ait moins... Mais ça, c'est au niveau du passage, du coup. Vas-y, Warty. Ouais, je crois que ce que voulait dire Remsio, c'est qu'en gros, si t'as une fonction save qui a 0, 1, 2 ou 3 param, avec ce postulat-là, tu peux les appeler, en fait, n'importe laquelle, en fait. C'est ça. Genre, typiquement, si t'as une fonction save qui prend 0 param, les 3 paramètres que tu passes, il va juste les ignorer et appeler la fonction, quoi. Oh, oui, du coup, on peut appeler quand il y a moins de paramètres, mais si... Une fonction qui a 2 paramètres, on pourra l'appeler, mais même nous en a passant 3, 4, 5, on s'en fout, ça va fallback et ignorer les autres. Mais si la fonction atteint 2 paramètres et que moi j'en envoie un, là c'est mort, je pense. Là il n'y a pas de trouvage par prototype ou quoi, je pense que ça... ok, mais je pense que ça hurle. S'il n'y a pas un placeholder pour dire par défaut en entrée, je pense pas que PHP auto-default sans que ce soit dit dans le code. Alors, en tout cas, j'espère. En fait, dans le sens que tu dis non, si tu ne mets pas de valeur par défaut et qu'il s'attend à avoir des paramètres, là ça ne va pas marcher. Par contre, dans l'autre sens, si tu lui donnes trop de paramètres, il va juste tronquer automatiquement. Ouais, qui dit la même chose. Tu vois, c'est dans ce sens-là en fait. Petite question, Warty, pour ta partie démo, tu penses que tu as besoin de combien de temps à peu près à savoir si on presse Remsio ou pas? Je pense que tu peux laisser Remsio parler. Moi j'en ai besoin, on va dire, pour 20-25 minutes grand max. Donc. Remsio, t'as jusqu'à 25-30. Allez, je me bouge un peu, c'est vrai que là on a un peu traîné. Surtout que je me doute que la partie pratique est pas la partie que t'as envie de faire sous pression. Donc je pense qu'on peut, on a vu qu'il y avait l'enchaînement, si tu veux montrer un peu de debugger, ça peut... On va faire super vite du coup pour la suite. Mais j'ai mes breakpoints qui sont prêts, c'est juste pour montrer que effectivement ça se passe comme ça. Vas-y. Donc, juste, il va y avoir donc la partie save. On va trouver un autre objet qui va implémenter la fonction save qu'on va pouvoir appeler de manière arbitraire. Y avoir l'objet, la fonction delete qui va être appelable avec un paramètre par défaut. Et on va voir en fait de fil en aiguille que on ne va pouvoir faire que du delete ou du save ailleurs. Et donc là, si on creuse un petit peu plus loin, on va voir qu'on finit par arriver sur un include, sur une dchain. Et que à partir de là, on va devoir splitter notre popchain en deux. Lorsqu'on va faire une popchain, il va falloir trouver une finalité en fait. Typiquement, on va vouloir appeler des fonctions qui sont dangereuses en PHP, genre system, eval, include, exec, call user func, comme sur la popchain dans WordPress, qui était assez simple à identifier. Mais il va aussi y avoir tout ce qui est file put content pour avoir une écriture arbitraire, parce que comme PHP va interpréter le point PHP par défaut, eh bien, on peut aussi avoir une exécution de commande de cette manière-là. Donc on va chercher un petit peu de fil en aiguille, essayer de voir un petit peu quels endroits peuvent être intéressants. Et donc là, typiquement, là encore une fois c'est un peu simplifié, mais en cherchant du file put contents, on va finir par voir qu'on a une fonction save, donc on contrôle, dans laquelle on va finir par appeler un file put contents, qui est juste ici. Voilà.
on voit donc que c'est une donnée qui va être passée en version sérialisée, mais c'est pas un problème pour passer du PHP, parce que lorsqu'on va faire un serialize d'une info, eh bien on peut très bien passer des valeurs PHP. Un objet qui a un bout de chaîne de caractères qui voit exactement ce qui nous intéresse. C'est ça, typiquement, si on fait un serialize, hop, de tech Toto. Un string, bam. C'est quoi? Echo. C'est O2.1 ou S? Ça va être S, ouais, pour les strings. Je me demandais s'il va le rappeler dans un objet. Non, par défaut, il va pas le faire. Hop, mais là, du coup, si on fait ça, tac, PHP info, hop, et on va dire qu'on ferme ça, hop. Si on fait ça, pipe, je crois qu'avec PHP tout court, ça a marché, voilà. Donc là, on voit que, effectivement, ma valeur que je sérialise ici, si je le passe en tant que require ou include, ça va bien trig mon PHP info. Et donc là, on voit que j'ai bien mon PHP info. Donc tout ça je sais pas que ça prenait du PHP de stdin. J'ai jamais utilisé de cette manière, je suis choqué. Ah oui, j'avoue pas. que je savais pas non plus avant de tester là maintenant, mais voilà, ça marche. Je PHP le fichier où tu fais un simple serveur et tu le triggers plusieurs fois, mais en stdin. Ok. Bah ouais, j'avoue que j'ai testé en mode sur un malentendu ça passe, la CLI PHP est assez permissive, donc ça marche. T'imagines le petit challenge où tu fais je prends l'outil listen du début, un site tout résumé de texte to voice, et voice dans la donnée du MP3 derrière, faut que tu te débrouilles pour que ça reflète du PHP, le tout pipe PHP. Juste pour la beauté du... Où tu dois dire toi-même ah non, tu le passes. Non, justement, faut que tu te débrouilles pour que tu aies un fichier qui, une fois encodé en MP3, arrive à reflect ça. Donc faut que tu arrives à crafter une voix qui va contenir ça. Donc tu fais des bruits de force avec plein de types de payloads de ton côté, et derrière tu fais en sorte de générer un site qui se fasse résumer en la voix dont tu as besoin pour que ça se... C'est un peu quand tu fais tes PNG ou JPEG polyglotte avec de la compression ou du miniaturage, il faut que tu check la donnée qui est nécessaire en pré-compression ou pré-thumbnail resize, et pour obtenir ce qui t'intéresse à la fin. Ça se détricote. C'est un peu infernal, mais ça se détricote. Ouais, bah après tu peux le comment dire, le dérouler de plein de manières. T'as plein de possibilités pour transformer ça en challenge, effectivement. Il y a des idées. Ouais, toujours des idées. Après, est-ce qu'il y a le temps de les faire? C'est plus ça la question. Hop, alors. Donc, je vais retourner à ce que je disais. Donc, on a une écriture arbitraire de fichier sur un pass arbitraire qu'on va contrôler. Et donc, le pass, ça va être un pass qu'on contrôle arbitrairement avec un ID qu'on contrôle. Par contre, il va finir par .moccess. Donc, ça veut dire que comme on ne va pas contrôler le suffixe vers le fichier, on va pas pouvoir exécuter directement le .php. Hop, donc voilà, on se retrouve avec ça. On a une écriture arbitraire de fichier sur une première partie de PopChain. Tac. Donc maintenant on va vouloir l'appeler. Et pour pouvoir l'appeler, eh bien on va regarder un petit peu si depuis d'autres fonctions qu'on contrôle, typiquement la fonction delete, on n'arrive pas à avoir un include ou un require arbitraire. On va avoir la même logique, on va trouver des fonctions dangereuses. Et donc encore une fois, de fil en aiguille, on va regarder un petit peu ce qui se passe, et là ici on voit qu'on a un include arbitraire. Mais comme tu disais tout à l'heure, on va pas pouvoir passer une filter chain dedans, parce qu'il y a un contrôle pour savoir si c'est un fichier ou pas. Donc ça nous règle, effectivement. Et puis bien sûr, on n'est pas sur un PHP ancien, donc l'include en HTTP, c'est bloqué by default. C'est ça, pas de Mais RFI. après, bon, potentiellement, il y a quand même moyen de passer ton pass absolu ou traversal, tout proxelfd et reflect des bêtises. Ou voire même ton fichier de session, peut-être. Ouais, si tu arrives à le toper. Ouais, c'est ça. Après, t'as tout le panel qu'on avait un petit peu vu la dernière fois de LFI, de ProcFS, de tout ce qui va toucher un peu de l'écriture à des endroits connus sur le système, quoi. Question pour un champignon. Pourquoi est-ce qu'on peut pas taper le dev TCP, une XXX et le port? Par défaut. Pourquoi est-ce que le include ne peut pas toper le dev TCP et /IP/port dans ce genre de cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à ce genre de fichier, device? Mais bien, parce que je crois que c'est un built-in de Bash, si je dis pas de bêtises. Exactement. Built-in Bash, donc Bash y a accès, même si tu es dans ton ZSH normalement, à moins que tu l'invoques dans un subshell Bash, tu peux pas avoir ce genre de goodies. C'est pas du vrai fichier, c'est vraiment Bash qui dit t'inquiète, je vais faire la magie, je connais ce pass.
Je connais ça. Ça, c'est Yes. Ok. Mais je ne savais pas. Hop. No you do. Ouais, toujours intéressant. Hein. Ok, donc du coup je vais finir rapidement dessus. Tac. Donc là ici on a include. Et donc le but de la pop chain, de manière très résumée, ça va être d'appeler du coup. Je vais passer un peu tout ça parce que si je rentre trop dans les détails, ça va être très très long. Mais typiquement, on va avoir un trait sous PHP qui est un bout de code qui va être chargé dans une classe derrière. C'est une manière pour PHP de passer de l'information. Et donc, de fil en aiguille, on va finir par atteindre ce petit bout de code qu'on a vu juste avant, là, qui va faire le include. Et grâce à ça, on va pouvoir donc avoir notre écriture arbitraire, puis notre inclusion arbitraire. Hop, et si on récapitule un petit peu tout ça, on va avoir du coup cette partie-là qui va être notre début, donc qui va partir de l'objet cache adapteur. Faut que tu zoomes plus, copain. Faut que je zoome encore plus. Ouais, hop, n'hésite pas à jouer sur un composant, puis scroller en... Hop, je sais pas si on voit un petit peu mieux. C'est un peu mieux ou pas du tout? Vite fait. Bon. Écoute, Ok. si les gens avaient eu Rivenst Extended, ils pourraient faire du zoom x20 sur leur YouTube en faisant comme ça. C'est ok. C'est vrai, bon. Alors, en très résumé, vous avez un objet qui s'appelle cache-adapteur dans le bundle doctrine de Symfony. À partir de là, on va avoir une première primitive qui va nous permettre d'écrire un fichier dans un pass qu'on contrôle qui va finir par un point .boxes. Et on va pouvoir inclure cet objet de manière arbitraire en réutilisant du coup une autre fonction qui s'appelle delete de l'objet PHP array adapter. Et on va réussir à lier tout ça ensemble avec une popchain. Je vais vous faire la démo tout simplement. Si vous voulez plus de détails, il y a les articles. Hop, on va reprendre donc notre petit Symfony et on va appeler ce petit bout de code là avec notre base des codes et le $getData qui va être désérialisé. Et pour ce faire, donc, on va avoir notre ami PHP-GGC. Et donc, pour fonctionner, hop, on va pouvoir faire comme ceci. Hop, PHP-GGC, le nom du coup de notre de la pop chain du coup que j'ai push dessus qui s'appelle Tech Doctrine RCE1. Hop. Tac, on le passe comme ceci, on fait entrer pour voir un petit peu ce qu'il faut faire, on voit que c'est du code, hop. Donc là, on va tout simplement passer un bout de code qui va nous faire système, hop, ID, par exemple pour la démo, hop, voilà. On va le passer en base 64. Il y a des erreurs, c'est normal, encore une fois, c'est des problèmes de version, ça va juste être des warnings de deprecation. Il est possible d'ailleurs que cette popchain ne marche plus sur des versions plus récentes de PHP, mais pour la démo ça va très bien fonctionner. Hop, on récupère cet objet là, donc qui est base 64 encodé, et lorsqu'on va le passer directement sur notre endpoint vulnérable, donc là on voit mes démonstrations précédentes, tac, on voit qu'on veut passer donc data égale l'objet que je viens de créer, hop. Donc j'ai gardé mon xdebug exprès pour ça. On voit qu'on va avoir un certain nombre du coup d'exceptions qui vont trigger au niveau du coup des objets. Ça va être des questions de typage sur les objets, etc., etc. Mais ce n'est pas très grave parce que en fait notre objet est déjà créé, donc Symfony ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. On va continuer notre exécution. Hop, voilà, on a un certain nombre d'exceptions. C'est complètement normal parce qu'on a fait. On n'a pas fermé des ressources ou etc., etc. Mais à la fin, on voit qu'on a effectivement notre RCE avec notre ID système et que en fait on a juste fait en sorte que nos objets soient valides suffisamment longtemps pour atteindre les bouts de code qui étaient vulnérables que j'ai présentés juste avant. Voilà, tout simplement. Et comme je l'ai dit, cette popchain se fait en deux temps. Donc là, si on fait un lstmp, on voit qu'il y a le fichier a.moxes. Et si on regarde un petit peu la tête qu'il a, hop, on voit qu'il a cette tête-là et qu'il y a tout simplement la payload que j'ai définie ici, qui est en version sérialisée, sauf que comme on a vu, une valeur sérialisée peut être interprétable comme du PHP, il suffit juste de mettre les balises PHP au bon endroit. Voilà. C'est un résumé, très résumé de cette popchain. C'est à peu près tout pour moi. Bon, ça avait l'air relativement trivial à trouver, donc c'est bien. Ouais. La petite phrase Bon, qui désolé, j'ai un imprévu, là, faut que j'y aille. Tu vois juste la main qui ferme le laptop, allez, ciao, c'est bon. C'est ça. La saoulé. Bon, allez, salut.
Voilà. Du Fort coup, bien. globalement, Combien de temps de recherche estimé pour ce genre de pop-chain? 2 mois Est-ce et que- demi, ça m'a pris à peu près. Est-ce que tu découvres, enfin pas découvrais, mais est-ce que tu étais en train de step up sur la recherche ou est-ce que tu étais déjà un peu opérationnel quand t'es arrivé sur le sujet? J'en avais trouvé une sur Laravel avant. Mhm. Donc j'avais à peu près... Bon, j'ai toujours ma méthode dégueu à base de grep et de var d'updie. Voilà. Donc j'ai un peu step up sur la méthode après avec Xdebug, etc. Mhm. Mais ouais, même en connaissant un peu, en fait, c'est tellement complexe au niveau du typage, etc. Surtout sur des projets comme Symfony où vraiment tu te retrouves à te battre Code avec des spaghetti, choses dont tu dois jamais te battre en fait en temps normal. Ah, on n'est pas dev, hein. Clairement, c'est pas les mêmes métiers. Il y a des trucs, des fois, dans la manière dont c'est construit, dans comment dire, les contraintes à respecter pour atteindre un certain point. Des fois, c'est Ouais, c'est assez énervé. complicado. Ouais, Peut-être te clairement. repiquer. Est-ce que c'est OK pour ta démo? Est-ce que je peux te repiquer C'est l'écran un terminé. instant? Tu Ah, peux y tu aller. coupes l'écran comme un barbare Ah. à chaque fois. Pardon. Terrible. Terrible. Hop, hop, screen 1, share, et je voulais passer là-dessus. Hop là. Là-dessus, et pourquoi j'ai ça qu'à sauter? Ok. Good. Non, pas du tout ok, MDR. Ah, la double régie sur un seul écran. Bam. Normalement, c'est tout bon. C'est tout bon, cool. Oui, parce que là, on est bien gentil à parler d'exploitation, PHP, machin, avec des objets. Mais sachez que, comme dirait c'est CF, non, je pense que c'est lui. Unserialize, si vous voulez, c'est comme un sapin de Noël, si vous voulez trouver des crashs, il suffit de taper dedans. Et je sais pas si c'est lui en tout cas, peut-être que lui il avait cité avant, ça avait beaucoup fait rire. En tout cas, c'est resté comme ça. Et donc, il y a des gens qui s'amusent à trouver des use after free, des heap overflow, des stack overflow un peu plus dans le passé, en redéfinissant bien les objets, en faisant le même sync que nous on a ici de Rich. Sauf que derrière, ils se rendent compte qu'il y a moyen de vraiment forcer des bugs à être trigger, à faiser les bouts de code. Ça fait des exploits assez cradoc. Genre assez cradoc pour de vrai quoi. Genre là faut pas demander à PHP de formater quoi que ce soit, faut juste qu'il soit là pour se faire déglinguer, manger de l'intérieur à base de schémas de l'enfer. Mais ils avaient donné un exploit. Ah, ils avaient donné un exploit. En vrai ce serait intéressant d'en passer, c'est faire quelque chose qui me ferait kiffer de vraiment creuser le sujet, mais en même temps si tu pars là-dedans, tu sais que tu pars sur un projet de quelques mois, le temps de step up assez pour arriver à avoir à la fois le Pawn, le Pawn HIP qui à mon sens est un peu plus vénère, le Pawn HIP avec les structures d'objets PHP qui est encore une couche à comprendre, maîtriser en plus. Et voilà, je pense que c'est des gens qui ont peur de se lever tôt le matin pour tryhard quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu hardcore quand même. C'est ça. En revanche. Ça a l'air hardcore, ouais, effectivement. En revanche, on peut peut-être faire ça de la même manière qu'on fait de l'exploitation browser ou de l'IA, à savoir git clone quelque chose, trouver des bugs, et là, tu vois, il parle un petit gmp type conf unserialize. Si ça te donne juste, bah voilà, t'as tel type d'objet et t'arrives à trigger derrière ce qui t'intéresse avec un confusion, tu pars d'un point de crash et bon, faut jouer un peu, mais peut-être si ça marche sur assez de versions, il y a moyen de prendre un POC et d'adapter un peu. 7, 4, 29, c'est quand même, c'est pas la 8, mais il y a quand même encore pas mal de choses à faire dedans si t'arrives à trigger le exploit relativement fiable. Effectivement, ça peut être très sympa, quoi. Se dire qu'on va taper du unserialize gadgetless. Et du coup, pour les Java unserialize, il y a pareil. La légende raconte qu'il y a, plutôt que de faire des gadgets Java, il existe des exploits dans la JVM. Voilà, peut-être qu'un jour on aura l'occasion. Ouais, il y a des exploits qui arrivent à manger la JVM et péter ça, et c'est beau. Et là où tu peux partir en théorie du complot, c'est que sur Android, quand tu as une application qui se met à envoyer des intents à l'autre, elle fait de la sérialisation pour passer les données. Donc ça veut dire que, à supposer que tu arrives. Donc il n'y a pas le même système de gadget pour Android pour Java sur Android, à ma connaissance, pas fait de la même manière. En revanche, il y a quand même de la désérialisation. Donc à supposer qu'il n'y ait pas besoin d'être dépendant d'une gadget chain, mais de péter la JVM, ça veut dire qu'une appli pétée pourrait faire une intent vers potentiellement n'importe quel autre et péter toutes les applis en chain. Et derrière, ce serait un peu du gadget du permission oriented pawning pour péter plein d'apps en latéral jusqu'à avoir les permissions pour péter le tel. Genre un store qui peut installer des trucs, genre un bout de kernel, un bout de driver pour interagir avec du hardware spécifique du téléphone, que sais-je. Ce serait sympa. Donc voilà, le petit lien que je vais mettre dans le chat au passage. Est-ce que ça peut toujours régaler?
Que voilà. Je rejetterai un coup d'œil. Hein. C'est vrai que c'est intéressant quand t'arrives à chaîner plus bas après. Ah bah ceux qui ont ça, ils ont la RCE route me déjà, tu vois. C'est pas n'importe qui va se chauffer à taper l'Unserialize, mais voilà. Ça peut être beau jeu. Petit RCE 2024-2025. Très beau Et jeu, ils là. l'ont patch du coup. Ah oui. CVE 2022. Ok. Oui, je pense que quand ça sort en Sympa. CVE, ça fait suffisamment de bruit pour qu'ils soient obligés. Ouais. Après bon, ça reste du Bah, buffer ouais. overflow, tu vois, les gens le Effectivement, patch.